Bonjour à tous et bienvenue dans mon Pékin Express avec Xianghui. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers captivant de l'intelligence artificielle et à découvrir ce qui en accélère le développement dans un pays. Vous connaissez le moment Spoutnik? Imaginez un lancement de fusée, le fameux bip-bip de Spoutnik qui résonne dans l'espace, tandis que les États-Unis se sentent dépassés et piqués au vif. Né en pleine guerre froide, ce concept traduit le choc de voir un rival prendre une avance technologique inattendue. Blessés dans leur fierté, les Américains se lancent alors dans une course acharnée pour non seulement rattraper, mais surpasser l'Union soviétique. Or, pendant que ces deux grands s'affrontent, la Chine, elle, avait la tête ailleurs. Non pas dans les étoiles, mais dans des champs et dans des écoles de village. Pas question, à l'époque, de devenir numéro un de la conquête spatiale, la priorité est des biens plus terrestres. Éradiquer un alphabétisme massif et ouvrir l'école à tous, même et surtout dans les campagnes. C'est ce qu'on pourrait appeler le moment de la sonnerie. Chaque jour, une cloche retentisse au milieu des champs pour inviter les enfants à quitter la terre, la boue et la houe, et rejoindre un instituteur, un livre et un tableau noir. Cette cloche était peut-être moins clinquante qu'un Spoutnik en orbite, mais elle allait changer la Chine de fond en comble. Au début des années 1950, la Chine doit faire face à un taux d'analphabétisme qui frôlait les 80% et surtout 95% en zone rurale. Pour un pays d'une telle envergure démographique, cela représente une montagne de défis. Comment assurer la modernisation si une écrasante majorité de la population ne sait ni lire ni écrire? La réponse est radicale. Des centaines de milliers d'écoles primaires et secondaires sont construites dans tous les recoins du pays et à la fin du premier plan quinquennal en 1957, le bilan est impressionnant. L'objectif est clair, faire reculer l'analphabétisme coûte que coûte. Cette politique s'est plus tard concrétisée par la loi de 1986, instaurant la scolarité obligatoire de 9 ans pour chaque enfant, où qu'il soit né. Le plus fascinant, c'est que cette révolution éducative s'est faite dans un contexte économique précaire. La Chine des années 1980 et 1990, avec un PIB par habitant dérisoire, à l'époque c'était quelques centaines de dollars seulement, a pourtant fait de l'éducation un pilier. Et je me rappelle qu'à l'époque, le slogan était « Même pauvre, on ne néglige pas l'éducation ». Et là, ce n'était pas un vain mot. Résultat, dès les années 2000, la Chine affiche des taux de scolarisation en primaire supérieurs à ceux des États-Unis. Pourtant, à l'époque, leader mondial dans bien des domaines. On a beau critiquer un système jugé trop compétitif ou trop axé sur l'examen, force est de constater qu'un vivier colossal de jeunes talents émerge des villes et des villages chinois. Ce qui est passionnant, c'est que cette masse d'élèves n'a pas seulement grandi dans les grandes métropoles ultramodernes comme Shanghai ou Shenzhen, beaucoup viennent des villages reculés où on peut qualifier souvent des petits recoins ou encore des trous paumés. Et pourtant, ils réussissent des études supérieures dans bien des domaines technologiques de pointe. Prenons l'exemple de Liang Wenfeng, personne à l'initiative du DeepSeek, né dans un village de Guangdong, qui étudiait en aidant sa famille au champ, puis il devient en 2002 la fierté de son comté en étant admis dans une grande université. Certes, c'est une histoire parmi tant d'autres, mais elle symbolise ce phénomène de petits génies dans la campagne qui accèdent aux meilleures facs et plus tard aux centres de recherche et aux grandes entreprises de haute technologie. Aujourd'hui, quand on parle de moment Spoutnik, on l'applique de plus en plus à l'intelligence artificielle. Les Américains redoutent qu'un jour, un rival leur pique la couronne dans ce domaine considéré comme la prochaine révolution industrielle. Alors, on sort les grands moyens, supercalculateurs, centres de données géants, GPU hors de prix. L'idée est de construire aux États-Unis une véritable forteresse autour de l'intelligence artificielle. Quiconque veut s'y aventurer doit payer son écote en billets verts pour obtenir l'aval des géants américains du secteur. Le but est de faire de l'intelligence artificielle une arme magique, un atout stratégique qui maintient la domination américaine sur le monde. Mais qu'est-ce qui se passe si de l'autre côté du Pacifique, un pays profite de son immense réservoir de talents formés dès l'école primaire pour développer des algorithmes tout aussi performants? Mieux, qu'est-ce qui se passe si ces talents parviennent, grâce à des optimisations mathématiques poussées, à réduire drastiquement la dépendance aux GPU hors de prix? Et c'est ce qui semble arriver avec des startups comme DeepSeek en Chine, capables de rivaliser avec les grands groupes de la Silicon Valley, non pas en empilant des cartes graphiques, mais en optimisant la structure même de leur modèle de l'intelligence artificielle.
La plupart des gens voient dans cette avancée chinoise un jeu purement technologique. On compare la taille des modèles, la puissance des calculs et aussi le prix du matériel. Mais il y a un facteur bien plus fondamental, la démographie scientifique et la qualité de l'instruction. En clair, la Chine a la capacité de mobiliser des millions d'ingénieurs parce qu'elle les a formés depuis l'enfance dans un système où l'école est obligatoire et relativement uniforme sur l'ensemble du territoire. Malgré les inégalités persistantes entre régions, le socle commun reste solide. Si l'on revient quelques décennies en arrière, on voit que ce niveau de base s'est construit patiemment grâce à d'innombrables écoles de village et aussi à la détermination d'une société tout entière à avancer. Résultat, à l'aube du XXIe siècle, la Chine possède l'une des populations les plus alphabétisées au monde. Pas besoin de dépenser des sommes délirantes pour recruter des cerveaux à l'étranger. Ils sont déjà là et en nombre. Contrairement aux États-Unis où l'enseignement public peut souffrir de graves inégalités, comme par exemple des différences entre des zones favorisées et des zones bien loties, des budgets limités, la Chine a misé sur l'homogénéité de l'instruction obligatoire. Les enfants, quelles que soient leurs origines, sont censés d'apprendre les mêmes connaissances fondamentales et aussi de passer des examens exigeants. On pense notamment par exemple à Gaokao, l'équivalent chinois du baccalauréat, réputé particulièrement corsé. Et bien sûr, ce système est critiqué pour son intensité et sa compétitivité, mais d'un autre côté, il repose sur une forme de mérite assez générale. Si vous avez la capacité, vous pouvez monter. De cette masse est née une véritable force de frappe en recherche et en développement. Quand on lui ajoute un écosystème industriel grandissant, on obtient une équation explosive pour la révolution de l'intelligence artificielle. Dans le débat sur l'intelligence artificielle, on parle souvent des serveurs, des modèles linguistiques. On oublie souvent que derrière, il y a surtout des humains, des programmeurs, des mathématiciens, des linguistiques, des ingénieurs, des managers. Et c'est là où la Chine tire son atout, disposer d'une foule d'experts issus d'un très large vivier rénové chaque année. Et pendant ce temps, aux États-Unis, on observe un phénomène assez inquiétant, le focus sur la finance et les services. Ce sont des secteurs qui sont moins gourmands en main-d'œuvre qualifiée. Et tout cela ne va pas inciter le pays à doubler ses efforts pour former davantage de scientifiques et d'ingénieurs, surtout si le marché ne le réclame pas en masse. Ce qui est fascinant, c'est que la Chine a commencé par un besoin simple et vital, alphabétiser et instruire une population nombreuse, souvent rurale. Des petits écoliers souvent vers une salle de classe, on passe aujourd'hui des petits génies courant vers des laboratoires de deep learning. Alors, est-ce qu'on assiste à un énième moment Spoutnik où les Américains soudain se réveillent en sursaut en découvrant qu'une puissance rivale a pris de l'avance? Peut-être. Mais la grande différence est que cette fois-ci, le moteur de la rivalité ne se limite pas à quelques percées spectaculaires, un satellite, une fusée. Aujourd'hui, on parle d'un réservoir presque inépuisable de talents nourris par une politique de scolarisation de masse. Tant que la Chine cultivera son océan de cerveaux, elle aura un avantage structurel, plus de gens formés, plus de chercheurs, plus d'ingénieurs et plus de start-up capables d'innover et d'optimiser. Aux yeux des Américains, la puissance financière peut faire l'illusion. On a créé des forteresses de l'intelligence artificielle, on investit dans des usines de semi-conducteurs, on limite l'exportation des GPU, voire des puces performantes. Mais si en face, on améliore radicalement l'algorithme, l'optimisation, les mathématiques pures, alors que le besoin de puissance brute diminue et la barrière devient moins infranchissable. Et cette compétence, l'optimisation algorithmique, la recherche et développement en l'intelligence artificielle vient aussi et surtout de l'éducation. On a besoin de milliers de cerveaux capables de travailler la théorie, de tester des hypothèses, de créer des nouveaux schémas. En fin de compte, la clé de la réussite chinoise dans l'intelligence artificielle ne tient pas seulement à l'ambition ou au marché, ni même à la politique industrielle, mais d'abord à l'effort massif et continu pour éduquer sa population. C'est cette longue tradition ancrée depuis les années 1950 qui produit aujourd'hui des conséquences que nous voyons. Le vrai lancement n'est pas celui d'un satellite, mais celui de millions d'enfants vers la lecture et l'écriture. Et sans cette cloche qui sonnait dans les villages, on ne verrait pas aujourd'hui cette armée d'ingénieurs capables de défier les géants de la technologie américaine. Et peut-être que la recette secrète de la Chine n'est pas si secrète. Il s'agit tout simplement de croire
que la connaissance est un droit pour tous et que cela vaut la peine de dépenser, voire de se sacrifier pour le concrétiser. C'est là une grande leçon. La grande bataille de demain ne sera pas seulement la quantité de GPU ou la taille de modèles de langue, mais surtout la profondeur des viviers humains, la masse critique de scientifiques formés. Et de ce point de vue, la Chine, avec son histoire du moment de sonnerie, a démontré qu'elle sait investir sur de très long termes. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de mon Pékin Express avec Xianghui. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis à la prochaine.